Bonsoir, bonjour encore, surtout à toutes celles et ceux que je n'ai pas encore eu le plaisir de croiser. Je m'appelle Clément Lessort, je suis journaliste économique et surtout, comme je le disais encore ce matin, très heureux évidemment de vous accompagner durant ces 2 journées, notamment un programme riche, accélérateur, on peut le dire, durant ces 2 journées de particules différenciées, des entrepreneurs, des dirigeants, des créateurs, des représentants du monde académique et de la formation, des laboratoires, de recherche, des élus locaux, de collectivités, représentants de collectivités, techniciens pour répondre à ces grands enjeux, ces transitions que nous appelons de nos voeux et qui sont évidemment devenues plus impérieuses que jamais. On va parler des grands enjeux de cette rentrée économique 2022-2023, marquée notamment par une inflation galopante, des prix de l'énergie et de l'alimentation notamment qui explosent, un pouvoir d'achat en berne, un bouclier tarifaire et un paquet législatif adopté récemment par le Parlement mais qui ne semble pas freiner ou calmer les choses. Selon les sondages, entre 70 et 85% des personnes, des Français interrogés, qui anticipent une rentrée inflammable, marquée par de potentiels mouvements sociaux d'ampleur. Alors devant les Français et surtout vous, chefs d'entreprise, des entreprises, le mur des réformes, celle de l'assurance chômage, de la retraite, du RSA, de la question de l'augmentation des salaires, parce qu'on interpelle les dirigeants notamment sur ces sujets, les difficultés de recrutement, on a commencé à les aborder largement dans cette première journée de cette 3e édition du FEB, le tout sur fond de catastrophes climatiques qui touchent désormais de plein fouet notre pays, notamment on l'a bien vu cet été, et puis un contexte géopolitique, on ne cessera de le rappeler, international, marqué par le conflit russo-ukrainien. Voilà donc les ingrédients pour planter le décor de cette rentrée sous haute tension et qui vont peser forcément sur l'économie européenne, nationale et régionale, bien entendu, donc de nos territoires. On en parle avec notre grand témoin qui a accepté courageusement, au lendemain d'ailleurs de la rencontre, de sa rentrée, de la rencontre des entreprises de France. Merci d'accueillir donc chaleureusement avec vos applaudissements le président du MEDEF, Geoffroy Roux de Bézieux. Bonjour Président, je vous laisse vous installer confortablement. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous disais dans un contexte qui n'est pas évident. On vous prend quasiment au saut, au lot de main en tout cas, de cette rentrée pour le MEDEF, cette rencontre des entrepreneurs de France à Paris-Longchamp. On va reparler évidemment du sujet que vous avez décidé de retenir, celui de l'Eurovision, de ses visions et de cette Europe, de ce modèle européen auquel nous tenons tous évidemment et qu'il faut préserver. Il y a beaucoup de sujets qu'on va évoquer ensemble, bien entendu, cette rentrée sociale, je disais, sous haute tension. Mais d'abord, peut-être dans cette rencontre, puisque c'est frais dans votre mémoire encore, qu'est-ce que vous avez envie d'en retenir? Quels sont les faits marquants, les faits saillants de ces 2 journées? Bonjour à tous, d'abord très heureux d'être ici. C'est presque la REB, la rencontre des entrepreneurs bretons, si je peux me permettre cette petite boutade. Mais ça sonne moins bien que le FEB ou la FEB. Très heureux, surtout que je suis un peu breton, alors breton du Sud, c'est la Loire-Atlantique, mais enfin bon, j'espère que vous ça commence bien. Vous me donnez un visa de tourisme ou un visa ou un permis de séjour, je ne sais pas. Écoutez, on est dans une rentrée très particulière. Quand on demande aux chefs d'entreprise comment va leur entreprise, 80% disent que le carnet de commande est plutôt bon et je suis plutôt optimiste pour les prochaines semaines, les prochains mois. Et sur l'économie du pays, par contre, ça se complique beaucoup. Et il y a énormément d'incertitudes. Alors vous allez me dire que c'est le lot commun de tous les entrepreneurs tout le temps. Je pense qu'on est à un point de bascule où la quantité d'incertitudes est très nombreuse et surtout les modèles de prévision économique ne fonctionnent plus. On voit bien que face à des événements comme le Covid, vous vous souvenez, en mai 2020, tout le monde annonçait le mur des faillites, le million de chômeurs. Je dois dire, pour une fois, mettre en avant le MEDEF, que nous, on était plutôt optimistes, un peu les seuls à cette période-là. Mais au fond, ça s'explique, c'est-à-dire que les paramètres économiques qu'on a aujourd'hui, des événements exogènes comme la guerre en Ukraine, la privation quasiment certaine de gaz russe à Noël, l'inflation, on est une génération d'entrepreneurs qui n'a pas connu l'inflation, ou quasiment pas. Tout ça fait que prévoir, c'est très compliqué. Alors, pour répondre à votre question sur la REF, on a eu des moments assez forts. On a pris un petit risque en invitant en visio le président de l'Ukraine, Zelensky, que j'avais été voir un an auparavant, sans imaginer, bien sûr, qu'il y aurait cette guerre qui, finalement, nous a dit, écoutez, tout ça, je sais que ça vous coûte. Ça vous coûte en prix de l'énergie, ça vous coûte en approvisionnement, mais nos valeurs communes,
celles de la liberté, sont plus importantes que finalement ces dégâts. Et pour ceux qui ont assisté, il y a des gens du MEDEF dans la salle. C'est vrai que quand il nous a dit, écoutez, je vois où vous êtes, on était à Longchamp, le soleil, vous avez un pays formidable, il fait beau, vivez dans la prospérité. Si vous voulez défendre tout ça, vous devez nous aider et être à nos côtés. On a eu l'appel à la sobriété de la Première ministre. Nous l'avons entendu. Écoutez. Alors, si je suis taquin, je dirais qu'on n'a pas complètement attendu cet appel à la sobriété pour faire des économies. Par construction, chef d'entreprise garde son PNL en permanence. Mais quand même, je crois qu'il y a un réveil à avoir. Je discutais avec le président de région. Personne ne sait exactement dans les entreprises, sauf peut-être quelques-uns, à combien ont chauffé les bureaux. Il y a ce décret de 74, donc premier choc pétrolier, qui normalement impose 19 degrés. Mais la plupart des chefs d'entreprise à qui j'ai posé la question sont absolument incapables de savoir à combien ils chauffent. Et on peut faire tous collectivement des efforts. On peut avoir des magasins à 17 ou à 18, des ateliers peut-être un peu moins chauffés, etc., etc. C'est à la fois une nécessité pour Noël, mais même d'un point de vue civilisationnel, c'est vers ça qu'on doit aller. J'ai dit en réponse anticipée à la Première ministre que j'ai parlé avant, nous, on continue à être favorable à la croissance, mais une croissance sobre, ce qui n'est pas la décroissance. C'est une autre vision du monde, c'est une vision du monde où on continue à voyager, on continue à produire, on continue à travailler, on continue à faire des barbecues aussi, si je puis me permettre cette petite... mais on le fait avec des barbecues électriques. Non, mais au-delà de la boutade, c'est-à-dire que je pense qu'il y a un vrai débat de civilisation qui se pose, hein, et qui est un débat d'ailleurs légitime. Enfin, je fais une petite blague, mais c'est un vrai débat de vision du monde. Hein. Soit on se replie, on se rétrécit, et effectivement, on devient... C'est la théorie du potager. Hein, moi, j'ai entendu le maire de Grenoble dire « mais je vais transformer tous les jardins publics en potager, et à un moment, la ville sera autosuffisante ». Je pense que ça n'est pas un projet de société. Mais en tout cas, un projet de société, si c'est un projet de société pour être juste, mais qui n'emportera pas l'adhésion de la majorité de nos concitoyens. Mais c'est un débat qu'on peut avoir. Nous, en tout cas, les entrepreneurs, en tout cas ceux que j'essaie de représenter, ne sont pas sur cette piste-là, ils sont sur la piste d'une croissance sobre. Après, il y a eu beaucoup de témoignages intéressants. On a fait intervenir le président du Bénin, la première ministre de la Tunisie, première femme chef d'État, premier ministre d'un pays arabe, ce qui n'est pas complètement évident, premier ministre polonais, qui ont en commun, au fond, d'être souvent critiqués par les médias français sur le fait qu'ils ne respectent pas les canons purs et parfaits de la démocratie. Pour autant, ils ont tous été élus. Et là, c'est un autre débat qu'on peut avoir, qu'on a parfois avec le Quai d'Orsay, c'est si on ne fait du commerce qu'avec les gens qui sont 100% comme nous, on ne va pas aller très loin. Et je pense, moi, qu'il faut mieux tendre la main à ces pays, les aider année après année à progresser, plutôt que de les rejeter. Et puis, dernier sujet, pour aller vite, Eurovision, parce que oui, l'Europe a une vision différente de l'économie. Moi, je crois qu'il n'y a pas un seul capitalisme, hein. Il y a un capitalisme chinois, qui est un capitalisme qui, jusqu'à présent, a été très efficace, mais qui laisse de côté les droits de l'homme, grosso modo. Il y a un capitalisme américain qui est un capitalisme extrêmement efficace en termes de procédés, mais qui là aussi laisse, alors non pas les droits de l'homme, mais un certain nombre de gens sur la route, hein, effectivement assez inégalitaire. Et il y a une voie européenne qu'on doit cultiver, qui essaie de concilier les deux, qui essaie de concilier la liberté, la fraternité et la prospérité. Alors après, il y a des nuances, hein, dans tout ça. Et on doit devenir, je ne vais pas dire une oasis, mais en tout cas, on doit essayer de conforter ce modèle. Voilà. Merci évidemment pour ce retour et cette synthèse, pas forcément exhaustive évidemment, de ces 2 journées, beaucoup de séquences de grands témoins. Vous allez voir les vidéos. Vous disiez effectivement, voilà, vous en faites la promotion. Vous n'êtes pas obligé de regarder mon discours, mais il y a plein d'interventions très intéressantes. Les replays sont disponibles. Je reviens sur la présence de Volodymyr Zelensky. Elle n'est pas anodine, cette présence. On sait très bien que ces prises de parole sont mesurées, très bien maîtrisées en termes de communication. Qu'est-ce que vous avez voulu dire à la fois aux entrepreneurs de notre pays et aux forces politiques d'ailleurs? Qu'est-ce que c'est le message? Parce qu'il est très clair dans son message, c'est dire vous serez les prochains menacés, nous sommes la dernière ou le dernier kilomètre avant les bombardements russes en Europe. C'est quasiment ça. Un petit peu moins direct que ça. Non, le choix de l'invité, d'abord, ça n'est pas, on soutient, nous, les entreprises qui ont choisi de rester
en Russie. Chaque entreprise doit décider en fonction de la situation, parce que quelquefois partir, c'est laisser les clés d'une entreprise aux copains de Poutine et aux oligarques. C'est pour ça que j'ai trouvé que les leçons de morale américaines n'étaient pas forcément très bienvenues. Mais c'est vrai qu'on est une génération qui n'a pas connu la guerre, pour la première fois depuis 70 ans, parce que l'Europe, finalement, ça a été 70 ans de paix et de prospérité. Pour la première fois depuis 70 ans, on a la guerre à nos portes. Et je ne suis pas sûr que tout le monde ait complètement réalisé la bascule que ça fait. Alors, il faut trouver l'équilibre entre un message trop anxiogène et un message, et sortir les gens de leur torpeur et de leur naïveté. Donc le message de l'entrepreneur, c'est voilà, c'est une donnée, on ne reviendra pas en arrière. Le monde n'est plus celui de la mondialisation heureuse. Il y a des blocs qui s'affrontent, il y a des pays autocratiques. La démocratie recule dans le monde, les pays autocratiques ont une volonté de puissance, au sens un peu nietzschéen du terme. Et nous, on a un modèle qu'il faut défendre. Et défendre ce modèle, c'est aussi défendre chaque partie du modèle qui est attaquée. Qu'on soit clair, je ne dis pas que Zelensky et que l'Ukraine est un modèle pur et parfait de bonne gouvernance, pour dire les choses de manière un peu indirecte. Mais pour autant, il y a un agresseur et un agressé. Vous connaissez cette citation du général de Gaulle, il y a un pacte 20 fois séculaire entre la liberté du monde et la grandeur de la France. On doit choisir notre camp, et ce camp ne peut être que celui de la liberté. Alors ce choix évidemment de l'Eurovision ou de ces visions multiples en Europe, est-ce que ce n'est pas une façon aussi de rappeler aux Français qu'on a un déficit de culture ou d'attachement à l'idée, à la notion de l'Europe en France? Et est-ce que les chefs d'entreprise sont aussi responsables dans leur façon de faire commerce, de faire affaire avec cette consolidation du modèle européen? Je ne sais pas si malheureusement on a un déficit de sentiment européen. Alors c'est vrai que ça ne s'incarne pas, je sais pas, dans le sport, des choses comme ça, mais les Français sont parmi les plus européens des populations des pays européens. Et surtout, ce sentiment s'est renforcé depuis le Covid et la mise en place des différents dispositifs. Et alors, dans les chefs d'entreprise, c'est ultra majoritaire. Donc, non, c'était plutôt... Le message, c'est plutôt essayons de réfléchir ensemble collectivement à ce que nous avons de spécifique dans la manière... Alors, il y a évidemment des sujets de civilisation, d'histoire, de racines, de culture, mais ce n'était pas mon propos forcément. C'est, encore une fois, sur le modèle économique. Être dirigeant d'entreprise en Europe, ce n'est pas gérer son entreprise de la même manière qu'en Chine, je pourrais dire en Russie, ou même aux États-Unis. C'est un système différent qui est plus redistributif, qui a des contraintes, on le vit tous les jours, une protection sociale qu'il faut financer, etc., mais qui a aussi des valeurs de management qui sont peut-être un peu différentes. Le message était plutôt autour de ça. Je me sens plus proche, au fond, je vais dire comme ça, d'un patron allemand ou d'un patron italien que d'un patron chinois, d'un patron russe ou d'un patron américain. On l'a bien compris, notamment dans votre vision sociale. Je rappelle la signature quand même du MEDEF pour une croissance durable et responsable qui fait effectivement écho à votre vision de l'Europe ou celle que vous défendez. On va revenir en France parce que je parlais de cette rentrée évidemment sous haute tension, alors sans vouloir être effectivement anxiogène, mais on ne va pas rappeler les ingrédients que j'évoquais en introduction. Pour autant, des mouvements sociaux qui suivent des élections présidentielles, c'est assez rare. On l'a peu vu historiquement. On attend toujours un an après. Généralement, les Français ont la délicatesse de cette patience-là. Est-ce que néanmoins, compte tenu du cocktail explosif que j'évoquais, on peut s'attendre à des manifestations dans la rue, des mouvements sociaux massifs et une généralisation de la colère dans nos rues? Au risque d'être démenti dans 3 semaines, je répondrai non. Les mouvements sociaux en France, chacun sait qu'ils arrivent quand personne ne les attend. Vous vous souvenez de fameux éditorial de Vincent Pontet dans Le Monde en 68, un mois avant mai 68, la France s'ennuie. Bon, les Gilets jaunes, peut-être qu'il y a des gens dans la salle qui avaient deviné le mouvement des Gilets jaunes, mais on n'a quand même pas voulu. Je ne crois pas. Ce qui me remonte, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup de discussions dans les entreprises sur les salaires et plus généralement sur le coût de travailler, notamment quand on est en dessous de 2 000 € par mois et qu'on vient en voiture. Il y a des augmentations de salaire. Alors, évidemment, un certain nombre de gens trouveront que ce n'est pas assez, mais je vous donne un chiffre quand même qui est très frappant. La masse salariale, c'est un chiffre de l'ACO, ça a augmenté de 11% depuis le début de l'année. Évidemment, ça recouvre 3 réalités. Les créations d'emplois, évidemment, et les gens qui changent d'entreprise, qui est un phénomène qui s'accélère,
pour un meilleur salaire dans une autre entreprise. Parce que le marché du travail, c'est objectivement complètement retourné. Et la loi de l'offre et la demande, elle fonctionne maintenant plus pour le salarié, enfin l'employé, que l'employeur. Mais les négociations ont lieu, chacun en fonction de la situation. Au fond, les entreprises se classent vraiment en deux catégories. Il y a celles qui ont réussi à repasser une partie de l'inflation en aval, parce qu'elles n'ont pas de contrat, par exemple, sur plusieurs années avec des prix bloqués, etc., etc. Et puis celles qui n'y arrivent pas, et donc qui ont du mal, évidemment, et dont les marges sont pincées. Donc pour répondre à cette question, je ne crois pas qu'il y ait des mouvements sociaux. Par contre, il y a de l'angoisse, de l'inquiétude. Il y a quand même, mais pas lié à cette rentrée, cette montée très forte des votes extrêmes, ces sentiments dans pas mal de régions. La Bretagne est peut-être un peu moins concernée d'un abandon, d'une paupérisation. Quand on regarde la carte des votes de l'élection présidentielle et surtout législative, la Bretagne a une chance, hein, je le dis quand même, alors je vais prendre un terme un peu journalistique, mais c'est un peu une usine dans chaque village. C'est pas tout à fait vrai, mais entre le littoral touristique et l'intérieur, où il y a un tissu industriel qui est resté assez fort, notamment dans l'agroalimentaire, je pense que c'est un facteur de cohésion de la société qui est énorme. Je crois Bruno Le Maire qui a une phrase que je trouve assez juste, c'est une usine qui ferme, c'est une permanence du Rassemblement national qui ouvre. Ça peut être une permanence de l'EFI, d'ailleurs, mais ça revient au même. Et ce message autour de l'activité économique décentralisée, il est très important. Moi, j'avais proposé au candidat de la présidentielle, mais je n'ai pas été très écouté, de recréer la DATAR. Alors, bon, les plus anciens se souviennent, sous une forme un peu plus moderne, mais c'est grâce à la DATAR que l'usine de Citroën est à Rennes, sauf si je me trompe. Alors, c'était le pouvoir gaulliste, un peu directif, on était dans un autre monde, donc évidemment, on ne peut pas faire, mais recréer de l'activité économique dans des endroits où il n'y en a plus est vital pour la cohésion de notre pays. Je cite, ça va vous amuser, mais je cite le Premier ministre britannique. Moi, je suis rugbyman, donc j'aime pas trop les Anglais, mais Boris Johnson, qui a tous les défauts que vous connaissez, avait une idée très forte, c'est son plan Level Up. Je ne sais pas si vous vous souvenez, d'ailleurs, il a été élu grâce à ça. En gros, l'Angleterre, c'est un pays divisé en deux, où le sud est très riche, Londres, et le nord, c'est considérablement appauvri. Et le nord votait travailliste pendant des années et des années. Et il a gagné les élections et toutes ces circonscriptions du Nord en promettant un plan d'investissement absolument massif dans le Nord, qu'il a en partie réalisé. J'ai lu l'autre jour que Dundee, je ne sais pas si vous voyez où est Dundee, mais enfin, c'est pas Saint-Malo, Dundee, c'est pas Saint-Tropez non plus, c'est quand même assez austère. Et ils ont créé un centre de cybersécurité, alors à coût, effectivement, de co-investissement de l'État, à coût d'investissement dans les infrastructures, pour redynamiser des bassins d'emploi traditionnels, historiques, de la vieille industrie. Je ne sais pas si ça a marché, mais en tout cas, cette idée-là, je pense, elle est la bonne idée à long terme pour éviter les fractures de notre pays. Vos 2 mandats présidentiels à la tête du MEDEF, c'est l'occasion de faire de la politique et de lutter contre les extrêmes ? Non, je ne veux pas faire de politique, non, si c'est ça votre question. C'était ça ma question. Non, je pensais à la suite, moi je suis très bien là où je suis. On en reparlera quand même. La question énergétique, il faut aussi l'évoquer. On sait que ça peut être un déclencheur, évidemment, d'une colère sociale. On l'a bien vu sur la taxe carbone, il y a 4 ans, 2018, novembre 2018. Est-ce que vous sentez quand même qu'on est dans un pays qui a des braises qui ne se sont pas complètement éteintes encore et qu'on pourrait avoir un retour des Gilets jaunes, pour ne pas les nommer, et d'une certaine forme de chienlit, puisque vous avez évoqué le général de Gaulle. Et je sais que vous l'admirez beaucoup. Ce qui est sûr, c'est que le prix de l'énergie va continuer à monter sur les 10 prochaines années. C'est facile à comprendre. On passe d'une énergie qui est fossile, qui est facile à stocker, qui est facile à extraire, qui est pas chère, qui est disponible mondialement, à une énergie qui est chère à produire, qui est parfois intermittente quand c'est du renouvelable, et qui donc coûtera plus cher. Et ça, c'est un mouvement inéluctable. Et les politiques sont toujours tiraillés entre... C'est-à-dire envoyer le message prix nécessaire à la sobriété et éviter le choc de prix qui crée un problème, en particulier pour les ménages les plus modestes. Et c'est un peu pareil pour les entreprises, c'est-à-dire qu'il faut qu'on se prépare tous collectivement à une énergie plus chère.
Alors, on a un problème très particulier qui est que, par insouciance, par naïveté, et quand même beaucoup de la faute des Allemands, on est devenu en Europe dépendant du gaz russe. Beaucoup moins les Français que les Allemands, mais enfin, et comme on est solidaire, on va avoir un problème massif à Noël. On voit bien, enfin, moi je ne suis pas évidemment dans la tête de Vladimir Poutine, mais il joue avec nos nerfs. Un coup, je supprime Gazprom, enfin, Gazprom ne veut plus énergie. Un coup, je fais de la maintenance sur le Nord Stream 1. Enfin bon, donc oui, on va avoir un problème de gaz à Noël. Il faut s'y préparer. Le dernier truc à faire, bien sûr, c'est de faire du rationnement et donc de la fermeture d'activités économiques. Donc il faut qu'on arrive collectivement à faire cet effort de 10% de baisse. Alors les entreprises ont leur rôle à jouer, mais c'est aussi les citoyens et les salariés. Si vous demandez à tout le monde d'éteindre la lumière en sortant du bureau, il y a un moment où on ne peut pas mettre, entre guillemets, un flic derrière chaque salarié. Et c'est pareil pour les citoyens. Mais c'est indispensable. Et de ce point de vue-là, la dramatisation du président Macron a peut-être des effets positifs. C'est-à-dire que j'espère que les gens vont prendre conscience que voilà, il y a quand même un vrai sujet devant nous. Vous êtes d'accord avec lui quand il parle de fin de l'abondance, alors d'une gestion de crise multiple? J'ai enlevé ma veste parce que je vous autorise à voilà. Je le vis en direct sur le projecteur. Très bien. Je vous en prie. Vois que le président de la région a enlevé la sienne. Je me permets. Un commentaire sur son propos, évidemment, sur la fin de l'abondance. On sait qu'il a été formé au théâtre, notre président, donc il a effectivement il fait un peu du Churchill là, quand il annonce la fin de l'abondance. À quoi il joue? C'est du cynisme? C'est pour faire peur aux Français? C'est une Écoutez, je ne suis pas commentateur politique, donc je ne répondrai pas dans ces termes-là. Mais... Non, mais vous êtes d'accord avec lui? C'est la fin de l'abondance? On est dans une bascule? J'ai tendance à penser, je l'ai dit d'ailleurs il y a 2-3 ans, que c'est la fin de la mondialisation heureuse et donc de l'abondance, parce que l'abondance, elle est venue. Au fond, la mondialisation, c'était quoi? C'était la capacité d'aller chercher dans le monde entier le produit le moins cher, à l'endroit le moins cher. Et donc, ça a créé de l'abondance. Il y a 30 ans, vous n'aviez pas je sais pas quoi, des kiwis de Nouvelle-Zélande disponibles chez votre Lidl, enfin, je dis Lidl, chez votre supermarché du coin. Donc, ça a donné, et surtout pour les consommateurs européens, une forme d'abondance. Vous n'aviez pas des prix aussi bas sur certains articles de grande consommation. Je pense de ce point de vue-là, on a basculé et qu'il y aura des réorganisations de chaînes de valeur, ce qui veut dire ces réorganisations, moins de produits, plus cher. Parce que produire en Europe, c'est produire plus cher, il ne faut pas se tromper. De même que produire plus vert, c'est aussi produire plus cher. Est-ce que je leur ai dit dans ces termes-là? Écoutez, chacun est juge de la manière dont il faut, exalter l'esprit de sacrifice de nos concitoyens tout en les encourageant et en les démoralisant pas. Le moral des ménages est au plus bas depuis 3 ou 4 ans, et pour nous, entrepreneurs, ce n'est pas une bonne nouvelle parce que les ménages, c'est des consommateurs qui achètent, investissent, achètent des maisons, achètent des voitures. Enfin, ils n'en achètent pas beaucoup, justement, en ce moment. Donc, il y a cet équilibre à trouver. Bon, est-ce que la fin de l'abondance, au-delà des produits effectivement qui sont produits de manière exotique et évidemment qui coûtent cher socialement, sociétalement, est-ce que c'est la fin de l'abondance du cash public aussi, de l'endettement public, du quoi qu'il en coûte? Oui, alors, je veux pas que les choses soient mal interprétées. Je pense qu'on a eu raison collectivement. D'ailleurs, tous les pays occidentaux l'ont fait, de lâcher prise en quelque sorte sur l'argent public pendant l'épidémie de Covid. C'est très intéressant de voir que des pays aussi libéraux que la Grande-Bretagne ou les États-Unis, ou aussi étatiques que la France ou disons l'Europe du Nord, la Scandinavie, ont eu peu ou prou les mêmes politiques. Avec des nuances, ça s'appelle PGE ici, ça s'appelle, je sais pas quoi, prêt bonifié en Espagne. Et le raisonnement, il était assez simple à comprendre, c'est que le coût de la destruction d'outils de travail, d'entreprises, d'emplois, était bien plus élevé que le coût de les préserver, en partant du principe que le génie humain allait trouver une parade vaccinatoire à cette pandémie. Je fais une petite parenthèse, d'ailleurs, on n'a pas eu le temps de traiter ça à la table ronde, mais une des choses très frappantes de cette pandémie, c'est que les Français qui étaient majoritairement hostiles à la notion de progrès, en 2019, on a fait une grande enquête sur le progrès, ça a basculé, l'enquête de 2021, enfin fin 2021, ça a basculé, et une des raisons de ce basculement, c'est le fait que c'est la science
alors je ne parle pas des anti-vax, etc., mais je parle de l'essentiel de notre population, c'est la science qui a permis de résoudre le problème. Et ce qu'on faisait en 10 ans, 12 ans, mettre un vaccin sur le marché, on a réussi à le faire collectivement et mondialement en 18 mois. Voilà. Donc oui, on a eu raison de faire le quoi qu'il en coûte. Mais à un moment, on n'est pas entrepreneur pour vivre au crochet de l'État. Et c'est vrai, c'est une mauvaise habitude qu'on peut prendre, y compris dans nos rangs, hein, je le dis en toute franchise et en toute liberté, qu'à chaque fois qu'on a un problème, on tend la main à l'État. Et à un moment, si vous voulez, si c'est pour étatiser les entreprises directement ou indirectement, je crois que ce n'est pas une bonne solution. En tout cas, ce n'est pas ma philosophie du monde économique. Donc il est temps de revenir dans une épure normale avec un budget à l'équilibre. Bon, on en rêve, mais enfin, en tout cas, avec un déficit à 3%, avec des entreprises qui ne vivent pas de subventions, avec des salariés, j'insiste là-dessus, qui vivent de leur salaire et pas de primes ou de chèques, parce que là aussi, ça peut être assez dangereux si à chaque fois qu'il y a un problème, on met un chèque. Alors que de temps en temps, on fasse des efforts pour les moins favorisés. Je peux comprendre que quand il y a une espèce de choc externe. Mais nous, notre philosophie, c'est l'économie de marché qui doit permettre, par le jeu de l'offre et de la demande, qui en plus en ce moment est favorable aux salariés, de vivre décemment. J'ajoute un point, hein, je pense que ce sujet de recrutement, que vous vivez tous, hein, je pense que sujet numéro 1, préoccupation aujourd'hui, c'est le recrutement. Il ne va pas disparaître parce que la démographie joue contre nous. La réalité, hein, personne ne le dit, mais les classes d'âge qui partent à la retraite, je crois que c'est 2025 le chiffre, vont être plus nombreuses que les classes d'âge qui arrivent, c'est la fin du baby-boom. Et voilà, donc on a un problème démographique qui fait que structurellement, même s'il y a des difficultés économiques dans les mois qui viennent, mais si on raisonne à 10, à 15, à 20 ans, démographie, c'est une science qui a la chance de pouvoir être assez prédictive parce que on sait aujourd'hui les bébés qui sont nés l'année dernière. On n'imagine pas qu'il y a un changement majeur de démographie en Europe. Enfin, tout peut se produire, mais bon, c'est pas en tout cas ce qui se passe. Et du coup, cette idée qu'on aura de plus en plus de mal à recruter, qu'on n'aura pas assez de manœuvres. D'ailleurs, je le dis aussi ici, même si c'est peut-être pas le moment d'ouvrir le débat politiquement, mais le sujet de l'immigration économique se posera en Europe et en France. Alors évidemment, c'est un sujet qu'on ne peut pas décider simplement sur les critères de l'économie. Pour une raison évidente, c'est que ça pose d'autres problèmes d'intégration. Mais pour autant, c'est un sujet qu'on devra poser. Alors, qu'on parle évidemment de l'inflation, je l'ai mentionné, je l'ai évoqué au démarrage de ça. Si je vous entends bien, ça veut dire qu'il était nécessaire de produire du cash et que les banques centrales européennes ont fait le bon choix de soutenir l'économie quand il fallait durant le Covid, mais surtout après la décision de confiner notre économie et nos pays et accessoirement nos libertés, partiellement nos libertés. Ça veut dire quoi aujourd'hui, notamment pour le bouclier énergétique? C'est en train de coûter 20, 25, 30 milliards jusqu'à fin 2022. Si on ne le fait pas, qui prend en charge? Ce sont les entreprises qui vont payer la mobilité et les factures d'énergie des Français? Là aussi, c'est un peu le même débat. C'est-à-dire que sur un choc brutal comme on a eu, on fasse une mesure temporaire, pourquoi pas? Mais il faut, alors normalement c'est ce qui est prévu, qu'à partir de la fin de l'année, progressivement, on retire ce bouclier. Là, je lisais l'autre jour que le long de la frontière suisse, vous avez tous les Suisses qui viennent faire leur plein en France pour bénéficier des 18 centimes, du bouclier, plus des 18 centimes de ristourne de Total. Bon, j'ai rien contre les Suisses, mais je ne suis pas sûr qu'on ait envie que les impôts des Français servent à remplir les BM, ou je ne sais pas quelle voiture ils ont, mais enfin en tout cas les grosses berlines de nos amis suisses. Donc la mesure, vous voyez, arrosage général, urgence prise un peu dans l'urgence, il faut la remplacer par quelque chose de beaucoup plus ciblé. Il y a d'ailleurs une mesure dans le paquet qui a été mise en place, hein, dont je vous invite à vous saisir, qui est la possibilité pour un employeur, et de manière totalement discriminante en fonction du nombre de kilomètres que fait un salarié, de donner une aide au trajet sous forme de chèque carburant, enfin, je ne sais plus quel nom qui a été adopté, et de dire, moi, tous les collaborateurs qui habitent à plus de 30 km ou qui font tant de kilomètres par jour,
leur donne un coup de pouce. Je pense qu'il faut aller vers des choses comme ça et pas... alors c'est aux frais de l'entreprise, mais c'est défiscalisé, désocialisé. Il faut aller vers des choses comme ça et pas cette pluie de cash qu'on ne peut pas financer. Qu'il faudra rembourser évidemment un jour. On va revenir aussi, parce que c'est quelque chose qui concerne directement le quotidien de nos dirigeants, et notamment des adhérents du MEDEF. Qu'est-ce que vous entendez comme petite musique? Qu'est-ce qui vient du front? Quelles sont les nouvelles du front? Vous nous avez dit que le moral des patrons est plutôt bon concernant leur entreprise. Pour autant, on sait qu'il y a des remboursements de PGE en cours, qu'il y a des rappels de charges sociales. L'URSSAF ne nous a pas oubliés au passage. Et on vit, il faut le dire, de manière complètement inédite, pour la première fois, un contexte d'inflation. Alors, Bruno Le Maire nous dit que ça va redescendre. Personne ne sait. Personne ne sait. On peut avoir un scénario à l'anglaise avec une inflation à 2 chiffres qui peut poindre son nez là d'ici 2023. Comment est-ce qu'on pilote son entreprise aujourd'hui dans ce contexte d'inflation que nos dirigeants n'ont jamais connu? On n'avait jamais connu ça depuis 30 ou 35 ans. Donc ceux qui dirigent, a priori, découvrent ça pour la première fois. Qu'est-ce que vous leur donnez comme conseil? Quelle musique vous entendez monter du terrain? Alors, conseil, j'aurais pas l'outrecuidance de leur donner des conseils. Il faut écouter Edgar Morin, 101 ans, que nous avons invité en conclusion de la REF hier, et disait: la seule certitude, c'est qu'on va vers l'incertitude. Bon, je n'ai pas rien de mieux à ajouter. Et c'est vrai qu'un dirigeant d'entreprise, ça devient un sport de haut niveau. Enfin, ça l'a toujours été, vous me direz. Mais parce que faire un budget, enfin pour ceux qui démarrent leur budget 2023, qui doivent commencer à faire tourner quelques tableurs, c'est extrêmement compliqué. Quelle hypothèse mettre sur les salaires, quelle hypothèse mettre sur le chiffre d'affaires, quelle hypothèse mettre sur l'augmentation de prix? Il y a beaucoup d'incertitudes. Après, les entreprises et les entrepreneurs ont montré quand même beaucoup de résilience. J'ai dit aussi hier que la cote des entreprises dans l'esprit des Français est au plus haut depuis qu'on pose la question, depuis 20 ans. On a 82% des Français qui ont une bonne ou une très bonne image de l'entreprise. Et au fond, je pense que c'est lié à la crise Covid et à la résilience, la capacité d'adaptation, l'agilité des entreprises qui ont réussi, dans un monde très très compliqué, à maintenir l'emploi, avec le soutien de l'État, il faut le dire, mais à trouver les masques, à trouver les gels quand il fallait, et qui ont gardé leur personnel. Il y a cette idée que l'entreprise est une collectivité qui protège. Et donc, pour être patron aujourd'hui, j'ai envie de citer le général Bijard: souple, félin, manœuvrier. Il faut être effectivement dans une capacité à imaginer des tas de plans divers et variés, des scénarios qu'on n'imagine pas, parce que pour beaucoup d'entre nous, le prix du gaz, c'est une variable qu'on n'a jamais regardée, sauf peut-être quelques énergies très les industries très énergo-intensives, mais dans 99% des cas, ou peut-être 80%, voyez, maintenant il faut s'occuper du prix du gaz. Et donc tous ceux qui mettaient pas de panneaux solaires sur leur toit, tous ceux qui, etc. Donc voilà, on rentre dans un monde où il faut être capable de réinventer l'entreprise très régulièrement. Bon, c'est très intéressant, je vous rends Bézieux, parce que là, vous me tendez une perche magnifique. Quand vous parlez de la perception que les Françaises et les Français ont de l'entreprise, c'est une perception, une représentation qui s'est améliorée. Vous m'envoyez évidemment très très heureux, parce que je milite au quotidien pour diffuser de la culture économique, et je crois que c'est par la culture économique qu'on peut changer notre regard par le savoir. Et notre regard, évidemment, à l'adresse des patrons. Et ça peut commencer d'ailleurs dans l'éducation nationale. Ce regard des Français, il a changé sans doute pour les petites et moyennes entreprises. Quid des grands groupes? Alors, et je finis ma question. On a un président qui nous avait dit il y a 2-3 ans, nous sommes en guerre, et comme dans n'importe quelle guerre, il y a des profiteurs de guerre. Alors vous me voyez venir évidemment, parce qu'il y a la question peut-être d'une fiscalité particulière pour celles et ceux qui profitent de la situation actuelle, avec 2 discours un peu différents de 2 personnes que vous avez reçues il y a 2 jours. Madame la Première ministre, qui n'exclut pas un surimpôt ou une fiscalité particulière à l'adresse de ceux qui gagnent beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent pour le moment, alors que nous sommes dans une situation compliquée, et peut-être une idée de redistribution vers les plus petites entreprises. Qu'est-ce que vous en pensez? Et d'abord, juste sur la côté votre vous question, Borne ou le maire? Je crois que vous connaissez la réponse. Je vous pose la question. D'abord, juste sur l'image des entreprises, l'image des grands groupes s'est aussi beaucoup améliorée, parce que ce n'est pas les PME qui ont trouvé les vaccins par construction. Alors malheureusement, ce n'est pas Sanofi non plus. Mais oui, cette idée que
qui était assez française, de dire que small is beautiful, qu'il faut que des PME. Il y a un moment où pour faire des breakthroughs, pour faire des grandes innovations, il faut aussi beaucoup de moyens, beaucoup de recherche, etc. Et qu'on a besoin des deux. Et au MEDEF, Mouvement des entreprises de France, on est évidemment totalement opposé à cette idée d'opposer les uns aux autres. Même si 80% de vos adhérents sont des petites entreprises, je me permets de préciser. On a tout le monde. Voyez, on a je sais pas quoi, Carrefour, et on a effectivement des PME de toute taille. Sur l'idée de profiteur de guerre, d'abord, je trouve le vocabulaire assez lamentable. On a l'impression, si vous voulez, c'est quasiment l'image des gars qui faisaient du commerce pendant l'occupation allemande. Enfin, c'est pas ça. Oui, il y a objectivement quelques grandes entreprises qui, sans l'avoir particulièrement cherché, ont fait de très très gros profits sur l'année 2021 et sur début 2022 parce que les prix de marché ont augmenté. C'est le cas de Total, c'est le cas de CMA CGM. Bon. Donc, évidemment, toute la NUPES s'agite en disant profiteur de guerre, super profit, machin, etc. Mais notre première ministre n'est pas de la NUPES. Oui, alors c'était un peu plus nuancé son point. D'ailleurs, elle ne l'a pas redit devant le MEDEF. Bon, elle n'aurait peut-être pas été applaudie à ce moment-là. Mais la réalité, c'est quoi? C'est que les rentrées fiscales de l'État sont au plus haut, 27 milliards supplémentaires par rapport au budget. Parce que c'est une très bonne nouvelle que les entreprises fassent du profit, du super profit ou du moyen profit. À un moment, ce pays ne vit pas d'argent public, ça n'existe pas. L'argent public, c'est de l'argent privé qui a été prélevé. Bon. Et heureusement, et on a besoin d'impôts, et on a besoin de payer des impôts parce qu'on a besoin d'écoles, parce qu'on a besoin d'enseignants mieux payés, parce qu'on a besoin d'une défense nationale. Mais arrêtons de vouloir taxer tout et partout. On est le pays qui a le niveau de prélèvement obligatoire le plus élevé de l'OCDE. On crée des impôts en permanence et, croyez-moi, on crée beaucoup d'impôts, mais on n'en supprime aucun. Supprimer un impôt, on essaie de supprimer la CVAE, ça fait 10 ans qu'on se bat pour ça. Donc, je trouve l'idée absurde et j'ai envie de dire, si on fait des super impôts pour les super profits, le jour, il n'y a pas tellement longtemps, il y a 6-7 ans, où CMA CGM, avec un prix du conteneur mondial à $2000, était au bord de la faillite, est-ce qu'on faisait un super, je ne sais pas quoi, un super anti-impôt, on remboursait tous les impôts qu'il a payés pour l'aider? On ne fait pas varier le taux d'impôt d'un pays, l'attractivité d'un pays en fonction de la conjoncture économique. Ça n'a aucun sens. Par ailleurs, ces deux entreprises, puisqu'elles sont pointées du doigt, les deux ont volontairement contribué, alors une par un rabais à la pompe, là, et l'autre par un rabais, notamment pour les territoires d'outre-mer, où il y a un monopole de fait de CMA-CGM. Mais bon, c'est typique de débats où le symbole l'emporte sur la raison. C'est exactement le même débat qu'on a eu sur les barbecues, les jets privés ou les golfs. À un moment, nous, on est les entrepreneurs, des êtres rationnels, et c'est vrai que dans l'arène politique, l'irrationnel prend souvent le dessus. Est-ce que ce n'est pas quand même une posture de lui répondre que ceux qui ont fait du super profit, c'est le gouvernement quand ils ont récolté plus d'impôts? C'est 27 milliards d'euros. Donc... Vous l'avez rendu un peu chafouin quand même. Écoutez, je l'ai rendu chafouin, chacun. Enfin, moi, je suis là pour défendre les entreprises. Je ne suis pas payé pour créer des impôts, pardon. Mais d'ailleurs, je ne suis pas payé, c'est bénévole, le MEDEF. Mais, donc, je suis dans mon rôle. Mais c'est une manière d'essayer de faire comprendre aux Français que le profit des entreprises, c'est une très bonne nouvelle. Si on avait 50 Total, moi, j'aurais bien aimé que Zuckerberg crée Facebook en France, parce qu'on aurait le siège de Facebook. En Bretagne, encore mieux. Qui a une culture numérique formidable. À Lannion, c'est encore mieux. Très bien. Bon, malheureusement, il l'a créé aux États-Unis. Et donc, qu'est-ce qui tire les marrons du feu? Pas assez d'ailleurs, parce qu'ils ont un peu offshoré leur profit. Et encore une fois, juste pour qu'on soit d'accord, nous, on ne demande pas à ce que la France soit un paradis fiscal. Parce qu'on a d'autres raisons d'attirer, y compris la qualité de vie, la beauté de nos paysages, la qualité de plein d'œuvres. On demande la moyenne européenne. Donc 25% d'IS, d'impôt sur les sociétés, pardon, c'est la moyenne européenne. L'Irlande est à 15, mais c'est vrai que l'Irlande, ce n'est pas la même attractivité sur d'autres plans. Donc 25, ça nous va, parce qu'il faut payer, encore une fois, tout ce qui fait qu'on a un pays, une infrastructure. Et donc cette moyenne européenne, une fois qu'on y est, on ne demande pas plus. Et alors le paradoxe, c'est là où, si vous voulez, je pense qu'il y a des leçons d'économie auxquelles vous pouvez contribuer, c'est qu'en baissant le taux d'IS, on a augmenté les rentrées fiscales de l'État. C'est la fameuse courbe d'un économiste californien qui s'appelle la courbe de l'affaire, en disant il y a un moment où,
quand on est atteint un très haut niveau d'impôt, ce qui est le cas chez nous, baisser les impôts rapporte plus. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Les recettes de l'impôt sur les sociétés ont été multipliées par 3 en 4 ans, donc 2018-2022, alors que le taux est passé de 33 à 25. Alors il y a un moment où ça s'arrête, bien sûr, parce que un moment où effectivement, quand on baisse les taux, et ça, c'est parce que quand on donne un signal d'attractivité, les gens investissent, les gens font des créations d'emplois, et tout ça, ça crée un cercle vertueux. Donc c'est ce message-là qu'on essaye de passer au MEDEF. Bon, alors on va parler évidemment, vous avez évoqué cette notion de... Et d'ailleurs, pardon, je finis juste sur moi. Et Bruno Le Maire nous a rassuré très clairement mardi en disant, en confirmant la baisse de la CVAE, donc qui sera effectif là, en 2023, et en confirmant que la politique de l'offre sera maintenue. Et j'ajoute un point d'ailleurs pour les élus et pour le président de région. Nous, on pense qu'il est vraiment important d'arriver à garder un lien entre fiscalité et développement économique. Parce que si à un moment, il n'y a plus de lien, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, je vais le dire un peu, de carotte fiscale pour les élus, c'est vrai pour le logement aussi, d'ailleurs, à un moment, on finit avec des villes sans usines et sans logement, parce que objectivement, c'est déjà dur d'être maire ou d'être élu local, mais si en plus, on n'a que l'engueulade de ses concitoyens qui, en général, ne veulent pas de construction, la réalité c'est ça, à part quelques gens formidables, en général, on ne veut pas avoir une nouvelle usine près de chez soi. On veut des emplois, mais on n'a pas l'usine. Enfin, l'usine, l'entrepôt, etc. Et donc ça, c'est vraiment un point important de philosophie fiscale qu'on n'a pas encore réussi à convaincre Bercy. Mais vous voyez, découpler complètement la fiscalité et l'attractivité économique, le développement économique d'une interco, enfin, quelle qu'elle soit, d'un élu local, et le logement, je pense que c'est une faute politique qu'on risque de payer. Vous évoquez cette France et notamment ce paradis fiscal. Vous évoquez à l'instant... Je n'ai pas dit que la France était un paradis fiscal. Je ne savais pas que des tweets qui partent dans la nature. Là, quand même. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Pas exagéré. Ça n'est plus l'enfer que c'était. Ce n'est pas encore tout à fait le paradis. Exactement. Je me souviens d'un dirigeant qui m'avait dit « Je quitte la France parce que c'est une dictature juridique et fiscale ». On est loin de la dictature juridique et fiscale. Ils ont fait le choix de la politique de l'offre. Ils ont baissé les impôts de production, la suppression de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. On va vers les réformes. Vous avez gagné. La France, je ne sais pas si on a gagné, mais c'est pas vous. Gagné. Non, mais pardon, je comprends la formule, mais c'est pas nous. Et Bruno Le Maire vous conforte dans cette politique-là hier. La meilleure façon d'aider les salariés, c'est d'aider leurs employeurs. Donc on n'a pas gagné. C'est pas les méchants actionnaires californiens qui se sont enrichis sur le dos des salariés. D'ailleurs, petite parenthèse, là aussi le débat est très mal posé en France. Vous demandez à l'INSEE, la part des dividendes dans la valeur ajoutée depuis 20 ans, elle est stable. Elle est stable, en moyenne. Alors évidemment, les dividendes du CAC 40 varient de plus 30% quand ils font une bonne année à moins 80% quand ils font une mauvaise année. Donc tout ça, ça fait les titres des gens. Mais la réalité, elle n'est pas là. Il y a 40 entreprises qui effectivement font la une. Et quand vous regardez la masse des dividendes versés aux actionnaires, elle est stable. Et c'est important de rémunérer les actionnaires. Nous, on a besoin de capital. Donc il faut rémunérer comme c'est loyer de l'argent. Mais donc cette idée qu'il y en aurait qui gagneraient contre d'autres, est, je pense, vraiment une erreur. Non, mais vous avez gagné vos combats syndicaux, c'est ça que je voulais dire, Geoffroy Roux de Bézieux. Il n'y a pas de guerre ou de conflit. D'accord. Vous avez gagné idéologiquement. Vous savez, en mai 68, on disait « ce n'est qu'un début, le combat continue ». Alors non pas que le MEDEF s'inspire complètement de mai 68, mais encore que. Mais il y a encore plein d'autres combats. Je pense qu'il y a d'abord un combat peut-être le plus important sur la connaissance. C'est toujours difficile pour les patrons de se mêler d'éducation et des performances de l'éducation nationale, mais quand même, on rentre dans l'économie de la connaissance. C'est par les universités, c'est par l'école qu'on gagnera des parts de marché, qu'on gagnera la bataille mondiale. Et je me désole, comme vous d'ailleurs, de voir les performances classement après classement de nos élèves et de nos universités. Alors on dit, ouais, mais c'est des classements anglo-saxons. D'accord, mais enfin, au bout d'un moment, quand ils vont tous dans le même sens, c'est pas une bonne nouvelle. Et là, il y a un vrai travail à faire qui est compliqué. C'est pour ça que moi, je ne suis pas du tout hostile à revaloriser le métier des enseignants. Mais si on met, je crois que c'est 2 000 euros, le salaire minimum. L'annonce. Voilà. Il faut aussi dire qu'en Allemagne, vous avez 20% du personnel de l'éducation nationale
qui fait de l'administratif, 80% qui est face aux élèves. En France, c'est 40-60. Donc, il y a quand même un peu d'ingénierie de la fonction publique à faire. La relation avec l'État, comment est-ce que vous la voyez évoluer? Le Covid a quand même souligné une vision assez jacobine, s'il fallait encore le confirmer, de la façon dont on traitait, en tout cas on prenait les décisions pour les entreprises sur les territoires, alors que les territoires ont parfois les solutions. Qu'est-ce que ça dit de la relation, notamment des entreprises sur les territoires, avec le gouvernement et Paris précisément? On est un pays, historiquement, la Bretagne est bien placée pour le savoir, extrêmement centralisé depuis Napoléon, même bien avant. Vous vous considérez comme girondin, vous? Écoutez, en tout cas, le MEDEF est devenu girondin, ouais. Mais parce que le monde devient girondin. C'est-à-dire que, paradoxalement, à l'époque de la mondialisation, on voit bien que c'est dans les territoires qu'on peut inventer des solutions. Je vais vous prendre un exemple très simple sur le chômage. Au-delà du sujet de l'assurance chômage dont on pourra discuter, mais on voit bien qu'entre le bassin d'emploi de Vitré, alors je ne sais pas s'il est toujours à 4% de chômage, mais à une époque 3,5, bon, voyez, on a les chiffres en direct. Et le bassin d'emploi de Béziers qui doit être à 13, on ne peut pas avoir les mêmes solutions. Et on n'a pas les mêmes problèmes d'abord, on ne peut pas avoir les mêmes solutions. Et un des phénomènes, je dis ça pas parce que vous êtes dans la salle, mais un des phénomènes qui a encore été très mal perçu, je pense, alors pas par les entreprises des territoires, mais par les grandes entreprises d'une part, et par les pouvoirs publics, et surtout par l'administration centrale, c'est la grande réforme qui a donné le pouvoir économique aux régions. Et on n'a pas encore complètement, nous, formaté notre logiciel. Je pense que le MEDEF y vient, mais je suis assez frappé, par exemple, que des grandes entreprises n'ont pas complètement perçu qu'elles avaient des interlocuteurs avec lesquels discuter. J'en ai parlé hier avec Madame Delga, on a déjeuné. Donc oui, je pense que le sens de l'histoire, je ne me place pas sur un plan politique, mais sur un plan, je ne sais pas comment dire, de prise d'initiative. Oui. D'ailleurs, la loi dont j'ai oublié le nom d'expérimentation, qui permet l'expérimentation locale, s'en est très très peu saisie. Collectivement, je pense qu'il y a quelques initiatives. Et j'ai vraiment le sentiment que c'est quelque chose qui doit durablement s'installer. Vous parliez du chômage à l'instant, j'évoquais en introduction les réformes, le mur des réformes qui va se dresser évidemment devant les entreprises et devant la société française. Il va falloir faire des choix. Est-ce qu'elles vont forcément, ou en tout cas le destin, c'est le 49.3, c'est la colère dans la rue? Quel rôle vous allez jouer dans ces négociations? Ça, c'est pas à moi qu'il faut le demander. Il faut demander aux personnes qui sont dans la salle et d'autres s'il y a un chemin politique ou pas. Je suis pas en... Je ne suis pas en responsabilité sur ce sujet. Non, mais vous êtes pour ces réformes? Alors, ce que je peux vous dire, c'est il y a les deux grandes réformes dont on parle, en tout cas sur le champ qui est le mien. Il y a l'assurance chômage. Oui, je pense qu'on a un système qui n'est pas efficace, qui, dans certains cas, rend le fait de ne pas travailler plus intéressant financièrement que de travailler. Quand je dis ça, moi, je ne suis pas en train de dire que les chômeurs sont tous des feignants ou à stigmatiser. C'est une question d'optimisation. Il y a un système qui permet d'optimiser. Et les gens, ils sont intelligents. Et ils optimisent. Donc, la réforme auquel le gouvernement réfléchit et ce qu'on avait proposé en fait il y a 2 ans, qui est de dire quand il y a un marché du travail assez abondant, avec beaucoup d'offres d'emploi disponibles, on raccourcit la durée d'indemnisation. Et à l'inverse, parce qu'on dit toujours l'inverse, si, et c'est pas impossible que ça se produise dans les semaines qui viennent entre nous, puisque là, on ne sait pas vers quoi on va, le marché se durcit, on le rallonge, me paraît intelligent. Ça existe dans d'autres pays, notamment au Canada. Il y a une question qui n'est pas résolue, qui nous renvoie derrière la question précédente, c'est est-ce qu'on fait une mesure nationale, on mesure le marché de l'emploi nationalement, ou est-ce qu'on fait ça par bassin d'emploi? Et si on le fait par bassin d'emploi, c'est complexe parce que ça voudrait dire qu'au fond, c'est assez paradoxal, vous avez plutôt intérêt à aller, si vous êtes demandeur d'emploi et que vous voulez plutôt vivre de l'indemnité, vous allez vous mettre dans un endroit où il y a déjà beaucoup de chômeurs pour avoir une durée d'indemnisation plus longue. Donc ça peut faire des trappes locales et donc c'est un sujet assez complexe. Cette réforme, il faut la faire. On en a longuement parlé avec Laurent Berger avant les vacances. On est, en tout cas en termes de position officielle, la CFDT ne voudra pas aller sur cette négociation. Donc l'État doit prendre la main d'une manière ou d'une autre. Et notamment par le 49.3.
je ne pense pas qu'il y ait besoin de 49.3 sur un sujet comme ça. Vous savez, je pense que la grande majorité des Français, notamment ceux qui travaillent, se rendent bien compte qu'il faut que les gens qui travaillent soient mieux rémunérés que ceux qui ne travaillent pas. Et puis la deuxième, c'est les retraites. Alors, c'est une réforme extrêmement difficile à faire parce que autant l'assurance chômage, elle touche pas grand monde, si j'ose dire. Enfin, elle touche évidemment les gens qui sont indemnisés, mais ce n'est pas tous les chômeurs, donc elle touche peut-être 1 million de personnes. La réforme des retraites, elle touche tout le monde, elle concerne tout le monde. Si vous êtes retraité, si vous êtes en activité, ou même si vous êtes jeune, et c'est ça qui rend Et je pense que les deux caractéristiques de cette réforme, c'est ce que j'ai compris quand on a beaucoup travaillé avec Édouard Philippe là-dessus, c'est que, un, elle touche tout le monde, et deux, tous les Français ont compris qu'il y a un problème. Ils ont bien compris que la répartition, avec une démographie qui vieillit, ça ne marche pas. En 1945, quand nos aînés ont fait le choix de 100% de répartition, c'est-à-dire les salariés qui payent pour les retraités, il y avait 4 salariés pour un retraité. Aujourd'hui, il y en a 1,6, 1,7. Bon. Donc il faut faire une réforme. Après, les modalités, nous, on n'est pas complètement bloqués. C'est-à-dire qu'il faut regarder ce qui est le plus efficace. C'est sûr, c'est que s'il n'y a pas une mesure d'âge, ça ne rapporte pas assez. Donc il faut à un moment mettre une mesure d'âge. Mais on peut comprendre aussi qu'un carreleur à 65 ans, c'est pas pareil qu'un cadre supérieur ou qu'un fonctionnaire, je peux me permettre, à 65 ans. Autrement dit, l'usure au travail, moi j'aime pas le mot pénibilité, mais l'usure au travail, ça existe. Il faut le prendre en compte. Là aussi, je ne sais pas si on aura un consensus, je ne sais pas s'il y aura une majorité, mais en tout cas, la vérité nous oblige à dire que oui, il y a un problème. Bon, on a parlé évidemment de ces sujets de société importants, majeurs pour la France. La tenue à partir du 8 septembre du Conseil national de la refondation, le fameux CNR, qui doit associer, selon les vœux de la majorité, de nombreux acteurs, des partis politiques. Alors ça commence très mal parce que aucun parti politique ne veut y participer. Bon, il y aura Renaissance quand même, enfin, j'imagine. Traumatisante. Alors voilà, exactement, ça c'est plutôt pas mal. Quelle part vous allez jouer? Est-ce que vous allez participer à ce diagnostic à l'échelle de la nation sur ces grands enjeux? Si on dézoome un tout petit peu, on voit quand même qu'il y a une difficulté dans les démocraties grandissante de gouverner. Il n'y a pas que la France qui est concernée. La Grande-Bretagne est en grève dans un pays où on ne fait jamais grève. Il y a eu des manifestations très violentes aux Pays-Bas qui n'est jamais arrivé. Les policiers ont été obligés de tirer en l'air pour écarter la foule. Enfin, on vit des choses où les démocraties ont des problèmes majeurs de gouvernance. Et ce n'est pas parce que vous avez été élu que vous pouvez décider. Donc cette idée de trouver d'autres formes de gouvernance, on peut la partager. Le problème, c'est que c'est devenu un objet politique, qu'effectivement l'ensemble des partis politiques ne veut pas y aller. Je ne sais pas ce que feront les associations d'élus. Monsieur le Président de la région Bretagne, je ne sais pas si les régions de France iront ou pas. Je ne vous vois pas, mais... Bon, c'est pas vous qui êtes sur scène, donc je vous laisse tranquille. Non, mais on se souvient que le grand débat ou la Convention citoyenne, ça n'avait pas marqué les esprits, c'est pas une grande réussite. C'était encore autre chose, hein, c'était la démocratie directe. Là, on passe par le truchement, si j'ose dire, d'organisations représentatives. Moi, j'irai le 8 septembre. Vous y serez. Merci de répondre à ma question. Donc, oui. Avec un peu de scepticisme, parce que si on se retrouve avec les partenaires sociaux et des ONG, au fond, c'est le CESE, Conseil économique, social et environnemental. Je ne suis pas sûr qu'il en débouche grand-chose. Il ne faut pas que ça soit perçu comme un objet qui contourne le Parlement, d'un point de vue républicain. Moi, j'avais proposé au président qu'on fasse des CNR thématiques, c'est-à-dire, bon, le mot CNR, on peut en parler, mais il y a des sujets, par exemple le logement, sur lequel mettre des gens, mais alors, entre guillemets, des experts, enfin, il faut qu'il y ait forcément des politiques, mais sur le logement, on a un énorme sujet. Vous le savez, on ne construit pas assez de logements, mais on ne veut plus artificialiser. Il y a des endroits qui se vident, enfin des régions qui se vident, mais il y a aussi des régions qui ont des problèmes de surchauffe. Et nous, on a un problème, c'est que nos salariés habitent de plus en plus loin de là où ils travaillent. Donc tout ça, ça fait une équation. Et vous le savez, les PLU sont, entre guillemets, remplis à 70%. Bon, là, si on mettait des maires, enfin, ou l'Association des maires de France, parce que c'est quand même eux qui ont eu le peine de construire, les gens de l'immobilier, la Fédération du bâtiment,
les ONG qui forcément ont leur mot à dire autour de la table, peut-être qu'on arriverait à trouver une manière de concilier. Mais vous voyez, avec des objets très précis, très opérationnels, là, on va rentrer dans un objet qui est devenu totalement politique, et c'est je suis pour ou je suis contre le président de la République. Donc à partir de là, je pense que le truc est mort. On dépasse de 2 minutes 16. Geoffroy Roux de Bézieux, merci beaucoup de vous soucier du temps. J'ai quand même pour autant une dernière question. On a commencé avec l'Europe. Je voudrais qu'on termine avec la francophonie. C'est un autre sujet que vous aviez choisi pour la précédente édition 2021 de la REF. Et peut-être un encouragement pour nos entreprises bretonnes à continuer de travailler avec l'international et notamment la francophonie. 16% du PIB mondial, 500 millions de francophones dans le monde. Quelles sont les opportunités pour les entrepreneurs? On sait que d'ailleurs les relations de la grande histoire, notamment un grand rapprochement avec l'Algérie pour le moment, et depuis quelques jours, peut-être des effets d'opportunité, ça on les laissera pour celles et ceux qui les font agir. Mais est-ce qu'il y a quand même des opportunités business pour nos entrepreneurs avec la francophonie? Business, c'est le cas de le dire en français dans le texte. La francophonie, en fait, ça a toujours été vu en France comme un outil culturel, linguistique, diplomatique, et jamais comme un outil économique. Les Anglais ont le Commonwealth, et on n'a jamais réussi à traduire Commonwealth. Être riche ensemble, ça ne marche pas très très bien. Et en fait, l'idée m'est venue il y a 3 ans, quand j'ai vu que 2 pays africains francophones, Cameroun et le Togo, je crois, allaient rejoindre le Commonwealth. J'ai dit, mais vraiment, c'est terrible. Et donc, on a lancé cette idée d'alliance des patronats francophones, donc les MEDEF de 27 pays francophones, qui est un peu le noyau de la francophonie, beaucoup de pays africains, mais pas que, et en leur disant le slogan, la raison d'être de cette organisation, c'est « Prospérer ensemble », qui est une traduction approximative de Commonwealth, qui a effectivement très bien marché et qui a pris son envol aussi au moment où cette mondialisation, tout le multilatérisme ne fonctionne plus très bien. Le G20, ça ne marche plus parce qu'il y a les Russes. Donc, oui, il y a des opportunités. La langue et le droit. Il ne faut pas oublier que la langue va souvent avec les règlements juridiques. C'est un facteur de fluidité des échanges. Et donc, je peux qu'encourager les entrepreneurs bretons, mais qui sont déjà plus exportateurs que la moyenne, je crois, à aller essayer de conquérir ces marchés. Il y a un grand rassemblement, puisque on avait lancé la première REF francophone à Paris l'année dernière. La deuxième a lieu à Abidjan fin octobre. Il y aura, on n'est pas loin de 1500 personnes inscrites, donc de tous les pays francophones, beaucoup d'Africains évidemment. Pour ceux qui ont des produits qui peuvent se vendre sur le continent africain, c'est vraiment une très belle opportunité de faire du business. Voilà, et notamment le travail et la dynamique portée par Fabrice Le Sachet sur ces sujets-là. C'est l'occasion évidemment de lui rendre honneur. On aura le plaisir, juste pour terminer, peut-être dernière chose, de vous retrouver ici dans un an, tous les deux sur cette scène. Comment est-ce que je devrais vous présenter ? C'est quoi la question ? Qu'est-ce que je fais après le MEDEF ? Vous serez ancien président du MEDEF, ça va se terminer là dans quelques mois. Entrepreneur, moi j'ai des affaires que j'ai un peu négligées depuis 5 ans, donc je vais m'occuper de mes affaires. D'accord, pas de mandat ailleurs, pas de non, mais j'ai bien compris votre question, mais vous pouvez la poser sur 4... Vous savez, je commence à avoir un peu d'expérience. Je ne postulerai pas pour être président de la région Bretagne, si c'est ça votre question. Bon, et voilà, il s'en sort bien. Geoffroy Roux de Bézieux, président du MEDEF. Merci, cher président. Merci pour la qualité de nos échanges et de votre présence sur cette 3e édition du Forum économique breton. Excellente fin de journée. Je vous donne rendez-vous demain, bien sûr, avec d'autres séquences, d'autres tables rondes, d'autres sujets, avec le hashtag FEB toujours, et sur le site fe-breton.bzh. Excellente soirée, à bientôt.